Bonjour, dans cette vidéo, nous allons discuter de ce qu'est la logique. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la logique? Il s'agit d'un raisonnement correct qui permet de donner un sens à nos expériences, qui permet de comprendre la signification de ce que nous percevons et également de conclure à partir de données connues ce qui pourrait arriver. La logique est donc essentielle en mathématiques et en sciences, mais bien entendu aussi dans la vie courante. La logique est principalement un mélange de deux types de raisonnement, la déduction et l'induction. Dans cette première partie, nous allons aborder la question de la déduction. Elle consiste à tirer des conséquences, c'est-à-dire d'arriver à des cas particuliers à partir de principes ou de propositions plus généraux. Voyons des exemples. Supposons qu'on sache que Jean est, dans les faits, plus jeune que Marie. Donc, il s'agit là d'une certitude totale. Donc, on peut dire Jean est plus jeune que Marie, donc Marie est plus âgée que Jean. Mais supposons qu'on ait des doutes sur l'âge relatif de Jean et de Marie. Alors, il serait plus correct de dire si Jean est plus jeune que Marie, alors Marie est plus âgée que Jean. Par exemple, supposons que Pierre soit plus âgé que Marie. Alors la proposition conditionnelle si Pierre est plus jeune que Marie, alors Marie est plus âgée que Pierre reste vraie. Plus généralement, si une personne est plus jeune qu'une autre, alors cette autre est plus âgée que la personne. C'est toujours vrai. Et on peut appliquer ça à chaque cas connu où la personne initiale est plus jeune que l'autre. C'est là qu'une erreur peut être aisément faite. On peut vouloir l'appliquer à Pierre sans s'assurer que Pierre est réellement plus jeune que Marie. Par exemple, en se basant sur l'apparence relative des deux. Or, ça peut être trompeur. Cette erreur revient donc à amalgamer la proposition conditionnelle appliquée à Pierre et Marie avec les deux phrases « Pierre est plus jeune que Marie, donc Marie est plus âgée que Pierre ». Le « si » est important. Un autre exemple. Si l'univers est suffisamment petit pour qu'on puisse y détecter tout mouvement à l'œil nu, alors les étoiles sont stationnaires les unes par rapport aux autres, du moins à l'exception d'une toute petite poignée. Cette affirmation est vraie, mais la conclusion ne serait vraie que si la prémisse était vraie. Or, on sait que l'univers est immense. Mais Aristote avait basé toute sa thèse du géocentrisme, c'est-à-dire d'une terre immobile autour de laquelle tournent les cieux, sur la supposition que l'univers était suffisamment petit. Une supposition est bien entendu une prémisse de la conclusion. La déduction consiste donc à conclure que si une proposition A est vraie, alors une autre proposition B est vraie, c'est-à-dire A implique B. Et on écrit. Ce qui revient à dire, pour que B soit vrai, il suffit que A soit vrai. C'est-à-dire, quand A est vrai, B est automatiquement vrai.
ou ce qui revient au même, pour que A soit vrai, il est nécessaire que B le soit. En d'autres termes, si B est faux, alors A est faux. Comme la prémisse est plus générale, il est souvent difficile de vérifier directement sa validité. Donc on se concentre sur ses conséquences. Si on trouve qu'une conséquence est fausse, on peut alors en conclure que la prémisse est fausse. Dans ce cas-là, il faut reformuler la théorie de manière plus restreinte, voire la rejeter, comme ça a été le cas avec le géocentrisme. C'est lorsqu'en 1838, Friedrich Wilhelm Bessel a découvert le mouvement d'une étoile par rapport aux autres, grâce à l'utilisation d'un télescope bien plus perfectionné que ceux qu'on avait jusqu'alors, qu'on a pu en conclure que l'univers n'était pas petit. Ce qu'on vient de voir, c'est que dire A implique B revient à dire que si B est faux, alors A est faux. C'est-à-dire, non B, le contraire de B, implique non A, le contraire de A. Non B s'écrit. Donc, on a non B implique non A lorsque A implique B. Et inversement, puisque le contraire du contraire est la proposition initiale, c'est-à-dire non, non, A est la même chose que A implique B et non B implique non A sont équivalentes. Cela dit, on oublie trop souvent que ces équivalences nécessitent une supposition. Le principe du tiers exclu, selon lequel soit une affirmation est vraie, soit son contraire est vrai, jamais les deux en même temps. Or, un tel principe ne peut pas être soutenu par des données empiriques, puisque celles-ci ne peuvent pas couvrir tous les cas possibles. Ça se peut que l'affirmation initiale soit vraie, dans certains cas, et que son contraire le soit dans d'autres, c'est-à-dire que chacune corresponde à certaines données empiriques. Plus on se rapproche de la sphère humaine, plus la validité du principe du tiers exclu diminue. Par exemple, s'il n'est pas gentil, alors il est méchant, ou son contraire, s'il est gentil, alors il n'est pas méchant, sont toutes les deux infondées. C'est aussi le cas de la réalité subatomique. D'après la mécanique quantique, tout est ondulaire et corpusculaire à la fois. Ce qui veut dire que tout est à la fois diffus et localisé en un point précis. Et pourtant, en mathématiques modernes, on utilise fréquemment une méthode de démonstration basée sur le principe du tiers exclu, à savoir la démonstration ad absurdum, qui consiste à démontrer qu'une proposition est vraie en montrant que son contraire aboutit à une absurdité. Ça n'invalide pas les mathématiques. On peut développer un système de pensée basé sur des règles a priori, du moment que ces règles ne se contredisent pas. Mais on peut se poser des questions sur le degré de validité de ces applications dans les études du monde sensible. C'est pourquoi, dans l'Inde ancienne, on préférait utiliser la récursivité. Elle permet de décrire ou de générer une catégorie infinie
à partir de l'énumération d'un petit nombre d'objets et de règles sans cesse répétées, c'est-à-dire de générer la complexité à partir d'une base très simple. Le tiers exclu n'est autre que la logique à deux variables où une proposition est soit vraie, soit fausse, mais jamais les deux en même temps. Toujours en Inde, les penseurs de l'école Jain avaient développé une logique à 7 variables et ceux de l'école bouddhiste avaient développé une logique à 4 variables où une proposition peut être vraie, fausse, vraie et fausse, ni vraie ni fausse. Les logiciens modernes, eux, ont développé des logiques pour chaque nombre entier positif, donc à variables multiples. Mais indépendamment du système de logique utilisé, certaines erreurs sont fréquentes. On a déjà vu qu'on peut être tenté de supposer la prémisse d'une proposition conditionnelle comme vraie sans avoir suffisamment vérifié sa validité. On peut aussi aisément faire une erreur dans le processus de déduction, même lorsque la prémisse est vraie. Cette erreur consiste à amalgamer opinion et affirmation objective. Le mieux est de prendre des exemples. Si un tel n'est pas élu, alors c'est qu'il n'est pas fiable. C'est certainement faux. Beaucoup de candidats à des élections ne sont jamais élus et pourtant on les considère plus fiables que ceux qui le sont, n'est-ce pas? Le contraire est également faux. On ne peut pas affirmer que si quelqu'un est élu, alors il est fiable. En 1933, Hitler a bien été élu selon les lois en vigueur dans la République de Weimar. Et pourtant, peut-on affirmer qu'il a été fiable? Autre exemple. Si on a été emprisonné, alors on a fait quelque chose de mal. C'est supposer que toutes les lois sont justes. Enfreindre une loi qu'on considère injuste, c'est-à-dire contraire aux diktats de notre conscience, peut mener à la prison. Ça a été le cas de Gandhi et de bien d'autres. Troisième exemple. Si la science le dit, alors c'est que c'est vrai. Non, il s'agit là d'une affirmation qui n'est pas vérifiée du tout. La science ne prétend pas détenir de quelconque vérité. Ces théories sont fondées sur des raisonnements reposant sur des observations et donc on peut plus tard se rendre compte qu'on était dans l'erreur. À chaque instant, on ne peut connaître qu'un nombre fini de choses dans un monde où les données sont infinies et on ne peut les connaître qu'à travers notre perception et notre pensée. Le contraire est aussi faux. C'est pas parce que la science ne peut pas, jusqu'à aujourd'hui, se prononcer sur un sujet qu'on peut en conclure quoi que ce soit. Par exemple, si la science n'a pas réussi à prouver l'existence de micro-organismes infectieux, alors ces micro-organismes n'existent pas. Non, il se pourrait que demain, elle le fasse, ou que cette corroboration soit impossible scientifiquement. La question est, peut-on fonder une politique sur des conclusions sur lesquelles plane un grand doute, voire qui ne découle pas de données empiriques, ou plus généralement, à quel point une politique peut-elle être fondée sur des conclusions scientifiques qui sont au mieux transitoires? Ne faut-il pas reconnaître
que toutes les décisions politiques sont affaires d'opinion et ne pas tenter de prétendre qu'elles ont une quelconque objectivité. La science est au plus subjective. Un cas particulier de cette erreur de déduction consiste à confondre A implique B et B implique A. Or, ce ne sont pas du tout la même chose. Par exemple, si le magasin est fermé, alors je ne pourrai pas y aller faire mes courses. Ça semble parfaitement plausible. Le contraire, si je ne peux pas y aller faire mes courses, alors le magasin est fermé, peut être faux. Ça se peut que je ne puisse pas y aller juste parce que je suis occupée. Dans la seconde partie, on verra des exemples bien moins anodins et on viendra à discuter de l'induction. Merci.